Bonjour, le Club Afrique est heureux de vous accueillir aujourd'hui, nombreux, très nombreux, pour un débat qui se veut exceptionnellement riche par son contenu et l'engagement de ses invités. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir deux personnalités qui ont marqué les actualités avec des visions assumées, pragmatiques, contemporaines. Stéphanie Rivoal, ancien ambassadeur, secrétaire général du sommet France-Afrique, membre du conseil de Méridiane, et Kako Nubukpo, économiste, doyen de la faculté des sciences économiques de gestion de la faculté de Lomé, de l'université de Lomé, ancien ministre de la prospective. Nos deux invités échangeront avec sincérité sur l'urgence impérative de partenariat économique stratégique entre pays africains. Merci de nous suivre et surtout, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat en ligne pour permettre aux intervenants de vous répondre après l'échange. Bonne soirée, bon débat. Donc, bonjour, je suis Marie-Emmanuelle Cognier, donc responsable de la communication du Club Afrique de l'AEGE et également présidente d'une association de jeunes qui se propose de réfléchir autour des thématiques de développement en Afrique Cap Commun. Nous sommes là aujourd'hui pour réfléchir autour des questions sur les partenariats économiques entre la France et l'Afrique. Et l'enjeu, c'est vraiment de réfléchir à comment inventer de nouvelles communautés de destin. Donc cet échange va se dérouler en trois phases. D'abord, avec nos invités, on va essayer de faire un état des lieux de la situation actuelle. Ensuite, nous allons revenir sur les stratégies de puissance et les partenariats stratégiques qui peuvent être mis en œuvre par les différentes parties prenantes. Et enfin, dans une troisième partie, nous allons insister sur les perspectives et justement ce qu'on entend par communauté de destin. À partir de là, du moins, une fois qu'on aura fait ces trois parties, il sera possible pour vous de poser des questions dans le chat et par WhatsApp. Donc, nous allons, nos invités, en tout cas, vont pouvoir répondre à vos différentes questions. Donc, si c'est bon pour nos invités, on va pouvoir commencer. Donc, je vais d'abord commencer avec vous, Monsieur le Ministre. Dans votre... Donc, Monsieur le Ministre, Monsieur le Ministre, bonsoir. Excusez-moi, c'est en visio, il faut un petit peu de temps de rodage. Donc, dans votre ouvrage, vous alertez sur l'urgence africaine en trois dimensions. Donc, vous parlez d'une urgence économique, d'une urgence sociale et également d'une urgence idéologique. Donc, selon vous, quels sont les défis et les mutations principales en Afrique? Voilà, on va essayer de développer autour de ces questions un petit peu. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureux de retrouver Stéphanie pour cet échange. On avait échangé il y a quelques mois déjà, et donc c'est une suite. Mais je sais que ce n'est pas la fin. On pourra d'ailleurs organiser les discussions de Kako et Stéphanie à Tava régulier. Exactement. Mais du coup, je crois qu'il y a deux séries de choses. Peut-être rappeler quelques faits stylisés autour de la croissance africaine et ensuite peut-être quelques incertitudes pour lancer notre discussion. Au niveau des faits stylisés, je crois qu'il y a quatre. Bon, le taux de croissance en 2019 est de 3,2%. On attendait 3,8% en 2020, mais avec la pandémie, on sait qu'on va avoir une croissance négative. Il y a des estimations très pessimistes qui parlent d'une chute de 12%, mais je crois qu'on sera peut-être plutôt autour de 5%. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un train de croissance qui va être impacté par la pandémie. La deuxième chose qu'on pourrait dire, c'est que c'est une croissance, quand on la ramène à l'ensemble du continent, elle ne reflète pas les dynamiques en cours. C'est-à-dire que les 6 premières économies du continent
font 65% du PIB. Et parmi ces 6 premières économies, vous en avez 3 qui dépendent beaucoup du pétrole, le Nigeria, l'Angola, l'Algérie. Et donc, ça peut être finalement les arbres qui cachent la forêt. Parce qu'il y a 48 autres économies qui sont très dynamiques, qui font 35% du PIB. Et donc, c'est, à mon avis, important de mettre en évidence cette diversité des économies africaines. Troisième chose intéressante, à mon avis, c'est qu'on ramène à la croissance démographique, qui est de 2,6%, le PIB par habitant en Afrique n'est plus que d'1%. Et donc, ça suppose des efforts additionnels, me semble-t-il. Et quatrième et dernière chose, c'est que cette croissance par habitant qui est déjà assez faible, elle est assez inégalitaire. Parce que quand on prend l'Afrique australe, qui est la partie la plus riche de l'Afrique, hein, 3 331 $ par habitant, on voit que c'est là où on a l'indice d'inégalité de Gini le plus élevé, 52, contre 40 pour le reste de l'Afrique. Et donc, je crois qu'il y a aussi cet enjeu des inégalités qu'il ne faut pas sous-estimer. Et pour finir, les principales incertitudes qui, à mon avis, vont nous faire travailler dans les prochaines années, en fait, j'en vois 4. Il y a une sur la demande mondiale. Du fait de cette pandémie, je crois qu'il y a encore une incertitude sur la force de la demande mondiale, puisque nous allons la vivre au niveau des cours des matières premières, des transferts des migrants, des recettes touristiques et des flux d'aide publique au développement. Donc, je crois qu'il y a une incertitude sur le niveau de la demande mondiale. Moi, je voudrais justement approfondir avec toi, Kako, une première chose. Quand tu parles de ces flux, tu ne parles pas des produits de l'industrialisation, qui est finalement assez marginal. Et je suis en train de me replonger dans ce très bon petit livre, l'économie africaine, qui a été fait par l'AFD, avec lequel, pour le macroéconomiste que tu es, il y a tout un paragraphe sur la désindustrialisation précoce du continent, avec les vieilles notions, et je suis désolée de le dire, mais que tu as sans doute appris, etc., mais qui pour moi sont obsolètes et sont à réviser, consistera à dire que d'abord l'agriculture, ensuite le secteur de l'industrie, puis enfin le secteur tertiaire, et qu'il y a forcément un développement économique qui passerait par ces 3 phases, baisse de l'agriculture, montée de l'industrie, baisse des 2, montée de tertiaire. Or, à l'heure actuelle, avec notamment le numérique, mais pas que, les enjeux climatiques que tu mentionnes dans ton livre, les enjeux sociaux de lutte contre les inégalités sociales, comment peut-on encore penser aujourd'hui que l'Afrique va passer par ces phases-là? Que penses-tu de cette idée d'une industrialisation durable, numérisée dans un certain volet, beaucoup d'agriculture, parce qu'il y a tout un volet agricole qui est sous-dimensionné, pour faire baisser le poids des matières premières du tout, et tout ce que tu disais, les migrants et les repatriations de rentrée, et faire monter des véritables économies africaines. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que quand on voit la structure, j'ai fait les calculs il n'y a pas longtemps sur les 30 dernières années, c'est-à-dire que pour 10 emplois qui sont créés en Afrique, il y en a 6 dans le secteur rural, 3 dans les services et 1 dans l'industrie. Et dans le même temps, on voit que ce sont les services qui font aujourd'hui 51% de la valeur ajoutée africaine. Et du coup, on se dit qu'il y a 2 choses à tenir ensemble. Accroître la productivité dans le secteur rural, parce que quand on a autant de monde avec si peu de contribution à la valeur ajoutée africaine, autour de 16%, ça veut dire qu'il y a des gisements de productivité. Et puis accélérer au niveau des services, notamment le numérique. Alors moi, tu vois, j'aimerais accélérer au niveau de l'industrie. Transformation des produits agricoles, parce que cette dépendance au niveau des services, là, à l'heure des souverainetés, tout le monde parle des souverainetés, alimentaire, sanitaire, mais aussi industrielle. Il ne faudrait quand même pas que l'Afrique se mette, où elle est déjà d'ailleurs, dans les pertes de souveraineté alimentaire, parce qu'il y a énormément d'implantations agricoles, pas du tout de souveraineté industrielle avec des produits manufacturés qui viennent entièrement de l'extérieur, et ne vendre que les services. Moi, je ne crois pas à l'Afrique de la tech. Ce n'est pas ça qui va embaucher les centaines et les centaines de millions de jeunes Africains qui n'ont pas d'emploi. Que penses-tu de l'industrie? Et ne penses-tu pas que certains pays devraient avoir
un peu des plans d'industrialisation dans certains secteurs, transformation agricole, mais aussi il y a le textile qui monte pas mal, ou d'autres industries manufacturières, qui ensuite, et on en parlera sur l'apport des Français à ça, mais les pays africains pourraient avoir une véritable politique d'industrialisation dans certains secteurs, et ensuite voir qui veut investir dans ces secteurs, qui veut apporter la technologie, et c'est là où le modèle chinois est intéressant en termes de développement économique avec le transfert de technologie, plutôt que de se dire, il n'y a pas beaucoup d'industrie, toute la valeur ajoutée est dans le tertiaire, allez en avant sur le numérique. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'on ne retombe pas dans le modèle algérien des années 60, le modèle d'industrie industrialisante, c'est-à-dire où on suppose qu'on peut faire les choses sans le marché. Et le marché, il est intérieur. Oui, mais l'idée, c'est de dire il faut partir de l'aval pour orienter le type d'industrialisation. Sinon, on risque d'avoir des politiques d'offres, mais avec des excédents qui pourraient ne jamais... Et pourquoi pas une politique de substitution des imports? Oui, mais ça suppose une stratégie de protection qui n'est pas encore... Oui, mais qui n'est pas encore, à mon avis, bien stabilisée. On voit dans les discussions autour des accords de partenariat économique, on le voit dans la zone de libre-échange continental. Oui, je crois que les idées sont bonnes, mais il manque encore, à mon avis, de la substance pour qu'on définisse clairement les secteurs qui peuvent faire l'objet d'une concurrence internationale aujourd'hui, les secteurs qu'il faudrait protéger, mais pas éternellement, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, j'ai l'impression qu'il y a encore un travail additionnel à faire, mais que nous sommes sur la bonne voie. Donc, vous avez parlé de secteurs protégés et de nécessité d'industrialisation, également de l'essor de différents secteurs comme l'agriculture. J'aimerais voir avec vous, Madame l'ambassadrice, face à toutes ces urgences, effectivement, dans le temps de pandémie, et vous parliez justement de tous ces jeunes qui sont en Afrique et qui ont besoin de rentrer dans le marché du travail, comment est-ce que vous analysez la maturité de l'écosystème français pour pouvoir répondre à ces défis que nous rencontrons aujourd'hui en Afrique? Petite précision juste, j'ai quitté le ministère des Affaires étrangères en mi-septembre et aujourd'hui je suis effectivement membre du conseil de surveillance de Meridiam qui précisément est un fonds d'investissement et un fonds d'infrastructure qui investit aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Et c'est précisément pour la passion africaine qui m'ont demandé de venir rejoindre pour étudier avec eux tous les projets d'infrastructure qui se montent en Afrique, que ce soit des ports, des transports, mais aussi de l'énergie, des universités, des campus, des hôpitaux, etc. L'écosystème français, je l'ai beaucoup travaillé pendant qu'on montait le sommet Afrique France, qui n'aura pas lieu et qui a été annulé du fait de l'épidémie, en discutant avec beaucoup de monde. Alors, j'ai forcément, en bonne française que je suis, énormément de critiques à émettre, puisque si je commençais à faire des compliments, on se demanderait ce que je fais là. Donc, je vais commencer par dire tout le mal que je pense à l'écosystème, puis ensuite voir les pistes. C'est très morcelé. On va avoir les grands groupes quasiment panafricains, les Bolloré, les Total, des Sogea Satom, des Vinci, etc. Des gros groupes qui sont déjà très présents et très africanisés, qui finalement embauchent 90% d'Africains et qui ont des chefs de filiales qui sont des Africains, etc. Donc, ils sont très décriés pour leurs pratiques. Ça, je vous laisse voir les différentes critiques qui sont émises, mais ce sont des véritables groupes panafricains. Et en fait, il y a assez peu de groupes africains panafricains qui sont vraiment d'origine africaine. Et pourtant, ce serait, à mon sens, une source aussi de souveraineté continentale. Ces grands groupes-là, ils sont déjà très implantés, ils font face à des critiques, mais bon an, mal an, ils sont là. Il faut qu'ils fassent une révolution idéologique et culturelle pour certains, parce que c'est des pratiques qui sont un peu des précarés, quoi. Ils prennent assez mal dans certains cas de ne pas gagner certains appels d'offres. Or, en fait, il y a une prise de conscience pour ces grands groupes passés depuis longtemps de la concurrence. Cette concurrence est chinoise depuis longtemps, elle est turque, elle est indienne, elle est allemande, elle est américaine, etc. Il y a des PMI, vous avez aussi les grands groupes familiaux, les Castel ou d'autres grands groupes qui vont venir sur le marché africain où ils sont depuis longtemps.
Moi, j'essaie de beaucoup les travailler. Ils ont une véritable pensée globale qui est intéressante. Et puis, vous avez toute la myriade de PME, ETI qui se raccrochent plutôt à des grands projets ou à des grands groupes, qui ont un peu peur d'y aller tout seul. Alors, la France a créé le Team Export France, qui, pour moi, est inadapté au continent africain, parce qu'il ne s'agit pas d'exporter des produits, il s'agit de construire des partenariats économiques en projet avec les Africains. Donc, moi, j'ai poussé pour avoir une véritable philosophie française, un label France, qui consisterait à dire on arrive en groupe, et on arrive en groupe avec une solution à un problème. Par exemple, un problème d'infrastructure, de mobilité, de logement, de déchets, d'eau, d'électricité. On n'arrive pas juste pour vendre des panneaux solaires ou pour vendre un projet, on arrive avec l'écosystème. Cet écosystème, il est français et africain. Donc, on a des tonnes de partenaires africains et qui on monte le projet véritablement. Ce serait la philosophie. L'autre philosophie très importante, c'est la formation d'Africains locaux qui, de monter en puissance de toutes les gammes, de l'ouvrier, manutentionnaire au chef d'équipe, ensuite au chef de file, etc. Avec des instituts de formation, et ça, pour le coup, on sait faire, les Français adorent ça, transférer le savoir, informer, etc. Mais souvent, vous avez des formations d'une chose, un projet sur autre chose. La coopération centralisée des régions, qui est encore un autre composant de tout ça, qui va encore former d'autres gens encore à d'autres choses. Moi, j'aimerais qu'on rassemble tout ça pour avoir une véritable stratégie française économique. Et le dernier plaidoyer que je ferais, c'est que je pense que politiquement, on pourrait, un peu comme les Allemands, être plus affirmatif et moins complexé par rapport à nos intérêts en Afrique. Je donne un exemple, j'étais au Cameroun, les Camerounais sont très énergiques, j'étais entourée de Camerounais pendant toutes les préparations du sommet, à commencer par l'adjoint au maire à Bordeaux, qui est en égalité africaine, et le journaliste, croyant un peu me secouer, dit ah oui, mais là, votre sommet, c'est pour défendre bien sûr les intérêts de la France, l'économie, c'est pour avoir des contrats, je vois, etc. Et je lui dis, mais bien sûr, nous sommes là pour construire des projets, donc avoir des contrats. Et face à la concurrence chinoise, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'avoue pas de manière plus décomplexée? Je pense qu'on a de la technologie à transférer, qu'on a un véritable savoir-faire et une volonté, c'est pas commun, tout le monde ne le fait pas, de transférer du savoir. Dans certains pays, on est quand même plus maintenant implanté en Afrique de l'Est, en Afrique australe qu'on l'était auparavant. Tous les groupes ne se valent pas, mais vous en avez certains qui ont une véritable envie et une véritable philosophie. Pas tous. Et franchement, il y en a qui ne défendent pas l'environnement et ne défendent pas le social. Il y en a certains, et j'en ai rencontré vraiment, donc je peux dire qu'ils existent, qui ont cette volonté de faire les choses un peu mieux ou un peu moins mal du point de vue environnemental et social. Et ça, nous, au niveau des pouvoirs, enfin nous, ex-moi et donc les pouvoirs en place actuellement, doivent avoir envie de pousser ça. On ne peut pas avoir la COP21, c'est plus en France avec l'accord de Paris, et ensuite avoir des sociétés françaises qui ne défendent pas tous ces fondamentaux de protection de l'environnement. On ne peut pas défendre les droits de l'homme, de la femme, de l'enfant, et ensuite ne pas avoir une politique sociale dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'à mon sens, je vais aller encore plus loin et provoquer un peu Gakou, qui m'a l'air un peu libéral sur les bords parfois, c'est que ces entreprises doivent être tous des entreprises à mission avec le côté environnemental et social à l'intérieur. Je pense qu'un économiste comme toi devrait écrire une nouvelle économie, pas Keynes, Smith, etc. Ils sont encore étudiés aujourd'hui dans l'école de commerce. Un nouveau modèle économique qui intègre à l'intérieur l'environnement et le social, à l'intérieur du modèle économique qui est à mon avis, construire et qui devrait s'appliquer tout de suite à l'Afrique, qui ne va pas suivre, comme je disais tout à l'heure, la révolution agricole, la révolution... Non. Il va y avoir le leapfrog, oui, mais clairement, l'Afrique a tous les ingrédients pour mettre en œuvre directement quelque chose de plus novateur en matière de développement économique. Non, je suis totalement d'accord avec toi, Stéphanie. Moi, ce que j'ai observé comme ministre de la prospective, c'est qu'on est toujours dans ce que j'appelle la dictature des urgences. Et je crois qu'on ne peut pas avoir de partenariat gagnant-gagnant si nous, les Africains, nous ne construisons pas ou si nous ne sommes pas au clair avec les voies de la prospérité. Et c'est pour ça que ça me paraît passionnant que le reste du monde, que la France, l'Union européenne dans son ensemble, les États-Unis, la Chine, la Turquie, qu'il y ait cette compétition
dans laquelle, de façon tout à fait décomplexée, l'Afrique devrait s'inscrire en mettant en évidence ce qu'elle estime être bien pour elle, ce qu'elle ne maîtrise pas encore, qu'elle aimerait maîtriser, et ce qui lui paraît peut-être prématuré. Et c'est vrai, nous, au Togo, par exemple, on a créé l'Institut des métiers de la mer en relation avec l'Agence française de développement pour que notre port, qui est le plus profond de l'Afrique de l'Ouest, puisse être un levier de création d'emplois pour nos jeunes. Et donc là, c'est, à mon avis, une belle initiative de formation, mais à partir d'un besoin déjà identifié. Et je crois qu'il faut qu'on multiplie ce type d'initiative, et ça va permettre de créer des agents qui vont avoir beaucoup plus de compétences. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'il faut qu'on identifie les niches et qu'on mette vraiment l'accent sur la formation à partir de ces niches. En niche, ça a l'air petit. Oui, oui. Alors qu'en fait, non, l'Afrique est capable d'avoir de grandes industries manufacturières dans le textile. Il n'y a aucune raison. De grandes industries de transformation agricole. Il n'y a aucune raison. Le café sort d'Afrique, va directement en Allemagne pour être torréfié là-bas. Oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait faire une grande usine régionale de fabrication en Afrique. Je suis plus prudente que toi parce que j'ai beaucoup travaillé sur le coton et on avait annoncé en 2003 qu'en 2010, on allait transformer 25% du coton africain. On était à 3%. Et là, on est en 2020, on ne transforme toujours que 3%. Ah bon? Oui. Pourquoi? Enfin, à mon avis, il y a eu 5 choses, hein, mais rapides. Bon, la première chose, la question de l'énergie. On n'a toujours pas réglé cette question. Oui, bon, il y a plein de projets. Hydro, géothermie, solaire. C'est ça. Il y a eu la question des transports. Les coûts de transport restent élevés, trop. C'est vrai. Et le coton, il est produit pas au même endroit. Ça, tu fais 2 écoles, hein, tu transportes sur place, ou alors tu transportes et tu. Tout à fait. De toute façon, alors là, je t'arrête un peu. C'est ce coton, il est produit là, il est produit. Il est transformé pas en Afrique. Donc, il y a bien un moment donné, ça prend les mêmes routes pour aller vers les mêmes endroits. Donc, ça pourrait s'arrêter dans une usine sur le chemin et transformer. Tout à fait. Le troisième problème qu'on a eu, c'est celui de la productivité. C'est-à-dire que 60 ans après les indépendances, on est resté à des rendements d'une tonne à l'hectare. Il y a même des endroits où on est passé à 900 kg à l'hectare. Au moment où nos concurrents chinois et brésiliens ont triplé à leur base rendement. d'OGM, qui ont été hyper décriés, essayés en Afrique et on en revient. Avec cette obsession, et là tu m'offres un plateau pour défendre quelque chose qui me tient vraiment à cœur, cette obsession de la production à l'hectare en matière d'agriculture. Mais c'est n'importe quoi. Quelle serait l'industrie? Je fabrique aujourd'hui des cahiers et mon obsession, ce serait le nombre de cahiers par minute. Sans tenir compte de combien ça me coûte de produire le cahier et à combien je le vends. Mais il faut arrêter avec l'agriculture. Ce n'est pas forcément la productivité à l'hectare qui compte. C'est combien ça me coûte de produire, à quel prix je vends. Combien, tu connais, je ne sais plus le mot, il est dans mon bouquin là. Combien de terres sont encore arables, non exploitées en Afrique? Vous êtes le continent où il y a le plus de terres arabes non exploitées. Vous n'avez pas un problème de terre. Ce n'est pas la productivité à l'hectare qui est importante. Enfin, c'est important, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga. C'est combien ça coûte à produire et combien tu vends par rapport à la qualité du produit que tu as sans tuer l'environnement et notamment les sols. Oui, la difficulté qu'on a quand même avec cette affaire de productivité, c'est qu'à partir du moment où tu as des prix garantis et la promesse d'achat de la totalité de la récolte, tu te retrouves avec des sociétés cotonnières qui ont des problèmes de déficit récurrents lorsque la productivité ne suit pas. Mais le quatrième et avant-dernier point qu'on a eu, c'est la gouvernance. C'est, bon, on embauche les cousins, les cousines, bon, voilà. Ça, c'est l'un des problèmes. Voilà. Et le cinquième et dernier problème, à mon avis, le plus important, c'était le manque de leadership. C'est-à-dire qu'on ne peut pas annoncer officiellement qu'on va se réunir chaque année pour voir quel est le degré de transformation et 20 ans après se rendre compte qu'on est toujours... Voilà. Et donc, là où on se rejoint,
toi et moi, c'est qu'on voit à peu près ce qu'il faudrait faire, mais je pense que les Africains, dont moi, nous n'assumons pas encore pleinement cette indépendance d'esprit avec ce qu'elle contient d'exigence, de rigueur, de capacité à rendre compte. Et ça, je pense que c'est quelque chose que pas la confrontation, mais les échanges avec le reste du monde peut apporter. Pour approfondir un petit peu ces questions justement de gouvernance et de leadership que vous commencez à effleurer, on va passer à la seconde séquence sur les stratégies de puissance et les partenariats stratégiques. Donc, j'aimerais bien voir avec vous, Monsieur le ministre, certains États stratèges africains développent des stratégies de puissance en devenir. Vous parliez justement de cette question du port que vous avez développé en tant qu'ancien ministre de la prospective au Togo. Plus que jamais, les notions de souveraineté économique et financière apparaissent au niveau des États africains, des sociétés civiles et également de toutes les parties prenantes au débat économique. Donc, selon vous, quelles seraient les différentes stratégies de puissance endogènes à mettre en place en Afrique et à quelle échelle disons, quelle serait la bonne échelle et les bons acteurs à mettre autour de la table pour développer ces stratégies? Oui, juste peut-être une illustration. Si on reste dans le coton, parce que c'est quelque chose de passionnant, c'est l'idée du principe de subsidiarité et de la cohérence des politiques publiques. Là, en Afrique de l'Ouest, francophone, nous faisons tous du coton. Le Togo en fait, le Bénin, le Burkina, le Mali, le Burkina Faso, enfin, la Côte d'Ivoire. Mais chacun a sa petite industrie ou embryon d'industrie textile. Et on voit tout de suite, et moi j'ai proposé la création d'un pôle de compétitivité coton, en prenant appui sur les aspects agroécologiques, ce qu'on appelle le triangle sémophone, donc le sud du Mali, l'ouest du Burkina Faso et le nord de la Côte d'Ivoire, comme étant la zone agroécologique la plus propice pour une bonne productivité du coton. Et en plus, on a déjà le centre de formation métiers du textile de Ségou, on a l'université du coton à Bobo-Dioulasso. Et on se dit, mais pourquoi ne pas d'emblée montrer qu'on peut, à l'intérieur de l'espace sous-régional ouest-africain, faire des choses, plutôt que chaque pays fasse son petit plan d'émergence et qui ne tient pas compte des complémentarités. Mais justement, pour approfondir un petit peu cette question du coton, cet exemple que vous développez, vous avez beaucoup écrit, par exemple, sur la proposition coton, sur comment ça a été porté, la proposition coton à l'OMC, et comment ça se fait que ça n'a pas été un levier de départ, en fait, un embryon, vu qu'au final, on a eu des pays qui ont travaillé ensemble, des pays africains, c'est pratiquement l'une des seules fois dans l'histoire où des pays africains ont pu porter une proposition dans une organisation internationale à ce niveau-là. Comment ça se fait que justement, ça n'a pas été le levier pour que tout cet écosystème que vous appelez de vos voeux puisse être mis en place aujourd'hui? On est en 2020. De mémoire, c'est une proposition qui date de 2003 ou 2004. Oui, non, mais on revient au même souci. C'est ce que j'appelle la dictature des urgences. L'initiative coton à l'OMC, elle n'a pas été pensée. On s'est précipité parce qu'on a vu qu'il y avait une opportunité de challenger les pays du Nord à l'OMC. Mais il y avait deux problèmes fondamentaux. Le problème, c'est qu'on a eu un discours ultra-libéral qui consistait à dire libéraliser toutes les filières coton mondiales et vous allez voir ce que vous allez voir. Alors qu'il n'y a pas dans ce monde de pays qui ne protègent pas ses agriculteurs du fait des spécificités agricoles, ce qu'on appelle la loi de King. Bon. Et donc, on n'est pas au clair avec ce qu'on veut faire avec l'agriculture, notamment le coton. Est-ce qu'on veut transformer le coton? Est-ce qu'on veut être compétitif simplement à l'export? Et à quel niveau de la chaîne de valeur on veut se situer? Et le deuxième problème qu'on a eu à l'OMC, c'est qu'au lieu de saisir le tribunal de l'OMC, l'organe de règlement des différends, on a préféré faire ce qu'on a appelé une proposition de négociation qui n'oblige pas la partie adverse à aller dans votre sens,
puisque vous dites, reconnaissez que vous êtes coupable et faites-moi des dédommagements. Donc, les Américains nous ont dit, mais non, on est coupable de rien du tout. Alors que le Brésil, qui a saisi l'organe de règlement des différends, a eu gain de cause. Là, on a beaucoup insisté effectivement sur la gouvernance, on va dire, non, mais pour répondre à votre question, ouais. Cette illustration, pour moi, c'est l'importance de l'intégration régionale, en fait. Mais comme stratégie de puissance. Et à mon avis, à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est que c'est un espace de mutualisation des risques. Ils existent. C'est des AO, comme ça. Tout à fait. Non, je crois qu'il y a... C'est politique, mais pas économique. Non, c'est-à-dire qu'on est dans un entre-deux mortifère. C'est-à-dire que les populations à la base sont intégrées, mais par le sommet, on a un mal fou à faire le lien avec la base. Et donc, c'est ce milieu absent, à mon avis, qui crée le challenge, qui est un merveilleux défi, parce que ça va supposer une classe moyenne qui va émerger, ça va supposer des relations entre... Et elle n'émergera pas par l'opération de Saint-Esprit. Elle émergera si les populations africaines gagnent en niveau de vie parce qu'elles créent des entreprises, bénéficient des entreprises existantes et de la croissance endogène. Il y a, à mon avis, des troubleurs de fait dans tout le développement de l'Afrique. Des gens qui travaillent pour leur intérêt personnel, ce qui est normal comme toute nation, mais ça vient en contradiction avec les intérêts africains. Bon, bien sûr, l'accaparement des terres, la captation des richesses, toutes les ressources premières. C'est un des continents les plus riches de la planète en termes de ressources, et c'est pourtant un des continents les plus pauvres en termes de pauvreté des populations. Donc, il y a bien un phénomène externe. Il y a eu le poids de l'histoire, bien sûr, la colonisation, puis ensuite les politiques de libre-échange qui n'ont pas été à la faveur, qui ont détruit. La PAC a détruit la culture africaine, il faut quand même le dire à un moment donné, que quand les céréales au port d'Abidjan sont moins chères qu'à 50 km de là, c'est qu'il y a un vrai problème. Les subventions céréalières, des poulets et j'en passe, qui en provenance d'Europe, n'a pas été au bénéfice des pays africains. Donc, il y a tout de même des forces extérieures. Et puis, il y a le problème intérieur. C'est que quand il y a du pétrole, du gaz, de l'or, des minerais, etc., c'est plus facile de le vendre et de garder tout l'argent pour soi en main de quelques-uns, plutôt que monter toute une industrie de transformation et faire bénéficier l'ensemble. Pour ça, il faut avoir des leaders qui sont dans cet état d'esprit-là. Et ça n'a pas été le cas dans beaucoup de pays, mais ça, c'est toi qui peux commenter ou pas ce point. Et justement, pour rebondir sur ce que vous évoquiez, Madame Rivoal, vous parlez donc des différents intérêts, du poids de l'histoire. Est-ce que vous pensez que les acteurs économiques français, donc privés, aussi variés soient-ils, on a développé dans la première partie, et adapté leur grille de lecture et leur stratégie aux nouvelles stratégies de puissance africaine qui peuvent être mises en place? Alors, pour être très très honnête, maintenant que j'ai retrouvé ma liberté de parole, je pense que non. Je pense qu'on a une vraie permutation à faire qui n'est pas du tout faite. Il y a des formes de déni de réalité. Les entreprises françaises n'ont pas encore saisi qu'on est dans un univers concurrentiel extrêmement foisonnant, avec des gens qui ont des propositions que souvent les Français peuvent dénigrer comme étant moins bonnes, d'un point de vue qualitatif moins bonnes, d'un point de vue de financement, notamment les Chinoises. C'est moins bonne qualité, et en plus le financement est aussi. Et alors le sujet n'est pas ce qu'on pense de la concurrence. Quand on fait du commerce, le problème, c'est comment vendre son projet par rapport à un autre projet sans dénigrer l'autre. Ça ne sert à rien. Et la gestion par l'urgence de certains dirigeants africains a toujours été, a été pour eux, pas toujours, mais dans certains cas, de dire j'ai des élections qui sont là, j'ai besoin de routes, j'ai besoin de ponts, j'ai besoin de signes majeurs d'infrastructures. Les Chinois le font plus rapidement, c'est financé, ça va être sorti de terre en 6 mois, donc je vais faire ça comme ça. Bien sûr, le pendant de ça, c'est que la dette n'est pas durable, c'est qu'il n'y a pas de formation avec, c'est surtout des Chinois de moins en moins, mais quand même encore énormément. Il y a des centaines de milliers de Chinois qui vivent en Afrique qui sont là pour mettre en œuvre ces projets d'infrastructure. Mais il faut avouer que l'offre, elle est imbattable. Et tant que les Français seront dans l'état d'esprit de dire que c'est une offre non recevable pour mille et une raisons, morale, économique, qualitative, on passera à côté du sujet. Le sujet est, quelle est l'offre que les entreprises françaises peuvent faire
face à cette compétition. Donc, il faut qu'on soit plus rapide, il faut qu'on arrive à présenter une offre de financement et qu'on fasse quelque chose qui réponde à la commande africaine. Et qui soit pas. Mais on est très très fort, les Français, là-dessus. Vous avez des tonnes d'ingénieurs qui ont des produits, mais qui vont servir à rien. Mais le produit est super, mais il va servir à rien. Par la demande ou par l'offre, on en parlait avant. Il faut avoir défini quelle est la demande pour ensuite y répondre, plutôt qu'avoir une politique de l'offre de quelque chose qui est inadapté. Donc, ce que j'avais prôné et qui va être mis en œuvre, le président de la République l'a annoncé lors de l'événement de BPI, c'est un guichet de financement pour les infrastructures. Il y a besoin d'une infrastructure, on fait quand même des TER, des trains de grande vitesse, des métros et j'en passe. On sait faire les barrages, on sait faire les ponts, on a les boîtes pour le faire. Moi, je ne voudrais pas qu'on baisse les bras en disant les Chinois sont meilleurs, on laisse tout aux Chinois, on va faire la maîtrise d'ouvrage, on va faire l'ingénierie, parce qu'on sait faire aussi ça. C'est de dire non, on va à un guichet infra, c'est quoi la demande? Moi, je voudrais des routes, un barrage, etc. Rapidement, on fabrique une offre industrielle et rapidement, on assemble des financements durables avec nos collègues de la BAD, des fondations, des fonds d'investissement qu'on connaît très, 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 très bien et on montre quelque chose de rapide. Je donne un exemple pour finir conclure, il n'est pas africain, mais il mérite d'être souligné. Lorsqu'il y a eu les événements à Beyrouth et la destruction massive d'une large partie de la ville, les Français, sous l'égide de quelqu'un que j'avoue, il s'appelle Gérard Wolf, qui est le fédérateur Ville Durable, on travaille avec lui, tous les Français, tout le mois d'août, ont monté une offre qui se montait à des dizaines de milliards, mais alors c'est que industriel, mais ils disaient nous, on est là pour refaire ce dont vous avez besoin à Beyrouth. Il manque le volet financement, mais on pense que sur le Liban, il y aura des financements. On a été capable de le faire. Ben, ça, c'est exactement ce qu'on devrait faire, non pas pour une urgence, mais pour tout ce dont les pays africains pourraient avoir besoin dans leur plan long terme, avec des choix d'industrialisation. Et s'il y a une idée sur le café, une idée sur le cacao, une idée sur le coton, et j'en passe, le reste vient. On fait les infras qu'il faut en mobilité, en électricité, les formations qu'il faut, parce qu'on a le projet industriel d'abord. Parce que moi, je vois beaucoup de pays africains font d'abord les routes, ils mettent l'électricité, puis ensuite, la main libre d'Aïe va arriver et les industries vont se monter. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que l'industrialisation doit être pensée. Et ensuite, on fait la route qui va au bon endroit, l'énergie, source d'énergie qui va bien, et la formation locale. Sinon il y aura toujours, il y aura toujours la pauvreté, il y aura toujours des problèmes de gouvernance à la fin du fin, si on ne donne pas de l'emploi aux jeunes Africains notamment. Donc là, je vois qu'on est nombreux à être dans le Zoom. Il y a des questions dans le chat. Et donc, c'est juste pour vous prévenir qu'on va y revenir après la troisième partie. À l'heure qu'il est, il y a plus de 130 personnes qui nous regardent. Donc, je voudrais leur dire merci. 150. Leur dire merci d'être là et de participer. Et en tout cas, voilà, de continuer de poser des questions. On va y revenir après la troisième séquence. Donc, dans cette séquence, on va insister sur les perspectives et les communautés de destin. Donc, Madame Rivoal, pour le coup, c'est une question à tous les deux. Pour bâtir des alliances économiques, on doit développer des approches de co-construction de part et d'autre de la Méditerranée. Au niveau des acteurs, on va dire des approches où les acteurs et tous les secteurs forment des communautés inclusives. C'est un thème notamment que vous avez beaucoup développé dans tout ce qui a été mis en place pour le sommet Afrique-France, mais qui malheureusement n'aura pas lieu. Donc, l'idée de travailler sur des approches qui soient des communautés inclusives, productives et résilientes. Or, cela, ça ne se décrète pas, ça doit se bâtir. C'est un peu ce que vous développez depuis tout à l'heure, tous les deux. Donc, selon vous, sur quelle base, dans quel cadre et à quelles échéances nous pouvons collectivement construire ces communautés de destin comme levier de puissance de part et d'autre? Oui, je crois que ce qui rend complexe la relation France-Afrique, quand on la compare à la relation Chine-Afrique ou même Russie-Afrique, c'est ce que Achille Mbembe appelle un passé qui ne passe pas. C'est le fait que moi j'ai comparé les deux types de colonisation, britannique et française. Je crois qu'il y avait dans la colonisation française, avec l'idée de l'assimilation, un côté sentimental qu'on n'a pas connu dans les colonies britanniques, où il y avait cette
ce qu'on a appelé la doctrine de la responsabilité ou de l'association. Et donc, je crois que la relation France-Afrique, elle ne sera jamais exclusivement économique. Il y aura toujours ces difficultés à une sorte de je t'aime moi non plus. Quand la France est présente, on dit mais pourquoi la France est présente? Parce que nous sommes indépendants. Et quand la France n'est pas présente, on dit mais pourquoi la France n'est pas présente? Parce qu'elle nous a fait un catalogue de droits et on n'a pas l'impression qu'elle veuille les défendre. Et donc, je crois que moi, je résume ça en disant qu'on a un double défi, un défi de la crédibilité au niveau africain et un défi de la sincérité au niveau français. Le défi de la crédibilité au niveau africain, c'est effectivement d'assumer la responsabilité. On a une population qui double tous les 25 ans. Ça fait 60 ans qu'on est indépendant et il est légitime, il est indispensable que nous puissions développer nos États, nos économies en ayant à cœur le principe de l'intérêt général. Et au niveau français, ce que j'appelle le test de sincérité, c'est que les actes soient conformes aux paroles. Ça peut être un problème simplement de communication, mais ce problème de communication, il existe parce qu'il y a une passion dans cette relation qui fait qu'elle ne sera jamais comme une relation avec Turquie ou avec Chine. Je crois que ça joue. Ça joue. Et ça pourrait aussi être un atout. Oui, bien sûr. Et justement, pour changer un petit peu d'échelle, parce que là, on est vraiment au niveau de l'État, sur ces communautés de dessin, comment on ferait, par exemple, pour que nous, dans le cadre du club, on est beaucoup de jeunes, on va dire, pour la plupart, on était sur les bancs d'école, donc la plupart des membres du club ont entre 20 et, je dirais, 20 et 45 ans, à peu près. Donc forcément, on est des gens qui sont plutôt jeunes, en poste, parfois aussi assez libérés de ce passé colonial quand on réfléchit aux questions de développement entre l'Afrique et la France. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que, je ne sais pas, par exemple, des jeunes entrepreneurs de Côte d'Armor et des jeunes entrepreneurs, des agriculteurs de la région de Padimé puissent faire des projets et former une communauté de destin? Il y a deux choses. La première chose, je pense au dernier ouvrage de Leonora Miano, Afropéa, pour caractériser justement cette génération à la fois africaine, mais aussi européenne, et justement cette communauté destin. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut assumer. C'est une richesse incroyable. Et puis la seconde chose, c'est, à mon avis, sortir de la coopération intergouvernementale classique pour aller plus vers la coopération décentralisée avec les municipalités, les collectivités territoriales, les collectivités locales, pour ces échanges d'expériences. Je crois que c'est hyper important de construire à côté de la relation étatique classique une coopération dont je sais que Stéphanie est vraiment dans cette état. Vincent Ledoux, auquel on avait contribué, que je vous recommande de lire. Il est pour le député Vincent Ledoux, c'était du citoyen au chef d'État, c'était c'est pas africaniser les territoires français ou franciser les territoires africains, mais l'idée c'était de créer des coopérations territoire à territoire et de pousser l'Afrique dans les agendas territoriaux des collectivités locales françaises. Alors, pour les avoir tous sollicités, je vois bien les grandes, donc vraiment, Nouvelle-Aquitaine, grosse communauté d'Afrique subsaharienne locale, active, etc., les journées nationales de la diaspora, le laboratoire des Afriques du monde, une chaire sur l'Afrique. Donc, il y a des vrais liens, qui sont d'ailleurs liés à l'histoire, aussi sombre soit-elle, mais les Hauts-de-France, très dynamiques, énergie pour le monde, avec Jean-Louis Borloo qui avait dynamisé tout ça, il y avait Bertrand très proactif. Donc, eux, vraiment, ils étaient. Il y avait Pays de Loire, 100 Pays de Loire avec lesquels on commençait. Je sais que Grand Est est très présent dans certains pays africains, mais on a moins réussi à les capter.
Mais il y a des régions qui ont des liens. Et c'est vrai que quand on parle d'un jeune par ici, d'un jeune par là, moi j'ai quand même envie de dire, au XXIe siècle, qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui, tout le monde est connecté avec tout le monde. Hein. Je vous donne un exemple complètement. Mon fils jouait à un jeu vidéo aujourd'hui, il était avec des Russes, il se met à parler russe. C'est comme ça le monde aujourd'hui, tout le monde est connecté à tout le monde. Qu'est-ce qui empêcherait donc d'avoir ça? Je les invite à aller sur Digital Africa, qui est une plateforme qui a été lancée par le président, qui est une plateforme numérique pour les entrepreneurs africains. Mais je pense que rien n'empêche l'entrepreneur français de se mettre dessus, au moins d'aller voir qui sont ces entrepreneurs africains pour avoir une communauté dans les domaines où ils sont. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment plein de moyens, au moins. Hein. Il y a des moyens humains, il y a des moyens institutionnels à la territoire, il y a des moyens technologiques pour le faire. Il faut aussi changer, donc ça c'était aussi l'objet de la saison Africa 2020, changer le regard des Français sur les Africains et des Africains sur les Français. Donc pour ça, vaste chantier. Mais il faut vraiment aussi que les Africains, ça va être l'objet de choses que je veux faire un peu dans la suite, c'est très dur. Hein. Parce qu'en fait, faire un aveu, pendant 11 ans d'humanitaire, j'ai fait strictement l'inverse. En fait. Pour capter l'argent des donateurs français, il est inévitable, imparable, on a fait tous les tests possibles et imaginables, il est impossible de présenter une autre image que celle d'une image d'Afrique misérabiliste, qui souffre, qui meurt, qui est victime de guerre, d'inondations et j'en passe. Sinon, les gens n'ouvrent pas le porte-monnaie. Donc pendant 11 ans, il y a des blancs contraires, pourtant on a l'impression de pousser en même temps, ces ONG, on a des opérations locales, etc. Mais pour collecter de l'argent, il faut montrer d'une misère quasi extrême. Ce sont des ressorts émotionnels qui sont comme ça. Or, en fait, ça contribue à donner cette image d'une Afrique qui n'est pas du tout celle que moi je connais par ailleurs. Elle existe, hein, cette pauvreté, on ne l'a pas inventée, la malnutrition, on ne l'a pas inventée, les inondations ou les pics de chaleur, les sécheresses, on ne l'a pas inventée, mais toute cette autre Afrique, on ne la voit pas. Parce qu'elle n'est pas non plus assez visible, elle n'est pas assez promue, au sens quasiment marketing du terme, mais ce sera à double tranchant. Parce qu'une Afrique qui gagne, une Afrique qui monte, etc., ce n'est pas une Afrique pour laquelle les ONG vont pouvoir collecter beaucoup d'argent. Enfin, c'est un peu compliqué ce rapport aussi. Mais néanmoins, je pense que c'est un chantier qui est important de regarder l'Afrique autrement, que l'Afrique se structure dans sa pensée de développement économique, hein, pas de développement, mais de développement économique, pour qu'ensuite les choix soient dans les mains des Africains, que les investisseurs viennent dans ces choix, et ce ne soit pas l'inverse. Pas comment capter l'argent du développement, c'est mortifère. Et ça, je pense qu'on est tout. Donc, on va passer aux questions. Il y en a déjà beaucoup dans le chat. Donc, on va en prendre une première qui est de M. Nbaou, donc qui voulait revenir sur la question du principe de sincérité. Donc, il vous demande comment expliquer que l'Afrique arrive en tête de tous les plus mauvais indices, donc corruption, blanchiment, etc., et que les dossiers instruits par le PNF en rapport avec le continent soient inversement proportionnels. PNF, c'est le parquet national financier. Et donc, la question, c'est comment expliquer ce paradoxe. Okay. Non. Est-ce qu'il y a une impunité de la corruption en Afrique? Non, ce qui est clair, et le dernier rapport de la CNUSET le montre très bien, chaque année, l'Afrique perd à peu près 86 milliards de dollars du fait de la fuite de capitaux. Bon. Donc, il y a un problème. Maintenant, il n'y a pas une seule origine à ce problème. C'est-à-dire que le mode d'insertion de l'Afrique dans l'économie internationale facilite les sorties de capitaux. Parce qu'à partir du moment, et tu le disais très bien tout à l'heure, Stéphanie, à partir du moment où vous ne transformez pas les matières premières sur place, vous ne créez pas la valeur sur place, donc vous ne créez pas un espace fiscal sur place, il faut que l'argent parte parce que les produits partent et que l'argent revienne. Et donc, c'est plus facile qu'il y ait de l'évasion lorsqu'il faut d'abord exporter la matière première avant d'avoir le retour. C'est plus facile à ce moment-là qu'il y ait de l'évasion que quand on crée de la richesse sur place et qu'on a une vraie fiscalité progressive
Et donc, je crois que le mode de développement de l'Afrique joue dans cela. Après, la question spécifique du parquet national financier, bon, il y a des discussions parce qu'il y a des accords avec certains pays, il n'y a pas d'accord avec d'autres pays. Et là, ça peut devenir très vite complexe. Oui. Donc, pour poursuivre, il y a Franck qui s'interroge sur à quand une stratégie de co-développement issue du terrain, principe de croissance inversée, réellement émergente, comme un territoire dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Et il voulait aussi revenir sur... Attends. Ah oui, j'avais coupé le micro, on ne va pas y arriver. Donc, il y a Franck qui vous demande à quand une stratégie de co-développement issue du terrain, principe de croissance inversée et réellement émergente comme boîte ou de territoire de transformation sur les 3 filières tests. De toute façon, les questions difficiles, c'est pour Stéphanie. C'est ce qu'on s'était dit avant. On va essayer de prendre l'intention de la question, à défaut de connaître la province. Mais j'ai envie de dire, c'est l'Afrique, c'est partout. La co-construction qui vient du terrain, la croissance inversée, c'est un modèle économique à inventer. On revient un peu à ce que je voudrais que Kako écrive dans son prochain livre. C'est comment on fait pour construire la croissance à partir du terrain, etc. Oui, d'accord. Moi, je viens du terrain, je fais de l'humanitaire 11 ans, j'étais dans le terrain et ensuite je suis passée dans la sphère politique parce que justement, le constat, c'est que quand on fait que du terrain, on fait souvent que du micro. Alors, c'est bien, small is beautiful, sans doute, mais à la fin du fin, il y a besoin de projets un peu plus grande ampleur, avec des ambitions qui ne peuvent être gérées qu'au niveau d'en haut. Il faut les deux, en fait. Hein. Donc, moi, je ne crois pas à l'émanation d'une croissance qui viendrait uniquement du terrain. Je ne crois pas non plus à la transcendance top-down où on impose les choses aux gens. Quand on fait une stratégie, quand j'étais en tout cas dans l'humanitaire, on faisait des stratégies, et c'est le bottom-up, top-down, c'est tout le temps comme ça. C'est que veut le terrain, ça remonte, ça donne une vision, puis ensuite on redescend la vision, ils disent oui, c'est à peu près ça, mais nous, au terrain, et ça remonte, et ça s'affine, et ça devient une stratégie, et ça devient un plan d'action qui est révisé tous les ans. C'est organique. On ne peut pas faire autrement. Mais je ne prône vraiment pas non plus tout vient de la base a toujours raison, parce que la base a une vision tronquée du tout. La base n'a pas forcément conscience de la concurrence sur tel marché, des règles de l'OMC, du potentiel à l'international compte tenu de plein d'autres points, de devises ou je ne sais quoi. Le macro est au service du micro et inversement. Donc, il n'y a pas de bonne solution. Il y a des itérations à faire et cette co-construction du bas, du haut et entre pays, elle est éminemment complexe. C'est pour ça que pour le moment, elle est à inventer. C'est tellement plus simple de faire que du bilatéral en haut, terminé. On est deux, on décide, ensuite on fait, etc. Et les gens suivent. Ou alors, c'est tellement simple d'être à deux dans sa rue et de faire un business à deux dans sa rue. Tout ça, c'est simple. Mais le monde dans lequel on vit actuellement, et le monde de demain encore plus, c'est le monde de la complexité. Tant qu'on n'acceptera pas complètement, qu'on n'embrassera pas cette complexité, en disant que l'économie, c'est plus seulement bénéfice moins coût égal, enfin chiffre d'affaires moins coût égal bénéfice, et le but d'une entreprise, c'est de faire du profit. Il faut qu'on sorte de cette simplicité-là, c'est fini. On va brûler la planète, on va avoir des guerres, on va avoir des manifestations dans tous les sens avec ce modèle. Il ne marche pas, il ne marche plus. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose de plus complexe. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a des technologies qui nous permettent de le faire. On a, bien sûr, Internet, les technologies de communication, les big data, on peut gérer énormément de données, c'est possible, l'intelligence artificielle. Donc, ce monde de complexité, qui sera notamment le vôtre, vous les plus jeunes générations, il n'y a pas à simplifier. D'ailleurs, c'est pour ça que le populisme émerge, je dérape un peu, mais un peu partout, y compris dans les pays africains. C'est tellement plus simple de simplifier les choses. Elles ne sont pas simples. Donc, ce n'est pas une voie dans laquelle il faut s'engager. Il faut au contraire travailler sur les nouveaux modèles. Et pour ça, il va falloir vraiment se rafraîchir l'esprit et arrêter d'étudier des modèles économiques des années 70 ou 80 qui sont complètement obsolètes. Bon, non, tu vois pas? Donc, il y a Fénicia qui vous demande comment la divergence d'intérêts.
comment la divergence d'intérêts est traitée dans le cadre d'offres proposées par les groupes français pour l'industrialisation en Afrique selon les plans des anciennes colonies? Alors, divergence d'intérêts, personne n'oblige un État français dans un appel d'offres à prendre, enfin, du moins sur le principe, hein, à prendre cette offre ou pas cette offre. Les efforts de transparence, c'est quand même un peu dans les deux sens, et notamment quand vous avez des projets qui sont financés par les grandes institutions multilatérales de développement, la BAD, l'AND, etc. Le nombre de procédures, je peux vous dire, pour les avoir vues en direct, sont telles que pour qu'un appel d'offres soit truqué ou quoi que ce soit, il faut quand même se lever de bonheur. La divergence d'intérêt, elle est inhérente au rapport bilatéral. Tant qu'il y aura la vérité, la franchise, l'indépendance et l'affranchissement mutuel, parce que moi j'ai quand même vu, là, quelque chose je me pose maintenant, mais il y a l'indépendance, mais en revanche, dès qu'il s'agit d'aide au développement, là c'est bon. Donc il faut être clair aussi là-dessus. C'est indépendance, donc aussi indépendance de l'aide au développement. Au moins un projet d'indépendance par rapport à l'aide au développement. C'est là où le discours du président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a été le fameux, avec le président Emmanuel Macron, de dire le but, c'est de sortir de ça. Donc il faut être aussi au clair. L'indépendance, c'est pas je critique d'un côté et je prends de l'autre. Ça doit être un véritable projet de sortir de ça. Donc, indépendance par rapport à développement et indépendance par rapport aux politiques. Puisque là, on voit les anciennes colonies, donc il y aurait de la France-Afrique, des tractations, des influences et tout. Ça aussi, ça doit se terminer mutuellement. Donc, il y a Marcel qui demande « L'industrialisation nécessite un afflux de capitaux massifs. L'Europe a bénéficié de ce type de traitement après la Seconde Guerre mondiale. La question est donc, est-ce que l'industrialisation n'est pas forcée dans le chemin du sous-développement? » Un plan Marshall pour l'Afrique, on a déjà entendu parler. Moi, je pense que l'Afrique n'a pas un problème d'argent. Il y a de tombereaux d'argent qui sont déversés sur l'Afrique, que ce soit en aide au développement, que ce soit en financement direct ou indirect. Donc, le problème est beaucoup moins, à mon avis, le manque d'argent que le manque de projets bien structurés, fiables, bancables pour des fonds d'investissement. Où il n'y aurait pas des problèmes de retard, des problèmes de gouvernance, des problèmes de risque de change, des problèmes de volatilité politique, etc., etc. Le problème, il est plus là, je pense. Donc, le plan Marshall, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je reproche souvent au ministère de l'économie et des finances que j'ai fréquenté, c'est la solution serait toujours l'argent. Pour moi, c'est une erreur fondamentale. Le problème n'est pas l'argent, le problème c'est d'abord qu'est-ce qu'on fait, quel projet on fait, quelle industrialisation, on en revient à ce sur quoi on est d'accord. Et si on a pensé à une industrie particulière, qu'on a les gens, on a des opportunités, etc., que le projet est bien monté, qu'il est clair, etc., et les gens vont financer. Il y a un excès de liquidité dans le monde aujourd'hui, sinon les taux d'intérêt seraient nettement plus élevés. Donc le problème n'est pas l'argent, je pense. Donc il n'y aurait pas besoin d'un plan Marshall financier, mais il y aurait besoin de soutien mutuel à la structuration de projets bien faits sur lesquels on dérisque finalement le projet. On va prendre une dernière question, parce que comme il est 19h45, il faut que l'ensemble de l'équipe et les intervenants puissent couvre-feu oblige rentrer chez eux. Donc, en fait, on va revenir sur la partie des stratégies de puissance. C'est vous, M. Capon, vous avez développé, vous parliez donc de 4 éléments de stratégie de puissance et vous avez eu le temps de développer un seul élément. Donc, on a eu beaucoup cette question dans le chat qui demandait quels sont les 3 éléments, les 3 autres éléments de stratégie de puissance. Oui, les 3 autres éléments, en fait, on en a un peu parlé, mais je peux les préciser rapidement. Le deuxième, le premier, c'était l'idée de la mutualisation des risques. Le deuxième, c'était l'intégration régionale comme espace d'expression de la solidarité. Et le troisième, c'était l'idée, finalement, de l'intégration régionale comme espace de la croissance africaine. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec une population qui sera de 2 milliards en 2050, on voit que le marché intérieur va être le principal tracteur
de la croissance africaine. Et la zone de libre-échange continentale pourrait y contribuer si on règle les questions de transfert entre les pays qui sont déjà très loin et d'autres qui sont très peu avancés, les questions des règles d'origine. Mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et le quatrième, c'était l'idée du narratif panafricain, finalement, c'est-à-dire le panafricanisme comme leitmotiv pour créer une énergie positive. Et c'est peut-être un point de critique que j'aurais par rapport à la France et à l'Union européenne. J'ai l'impression que le narratif européen, aujourd'hui, il n'est pas audible. On entend beaucoup parler des nouvelles routes de la soie par rapport à la Chine, bien sûr. Narratif très clair. Voilà, le Maroc par rapport à l'Afrique subsaharienne, il y a une très claire, c'est avec l'islam des Lumières, le soufisme et tout. Et le panafricanisme, avec les débats des années 60, ça revient. Je pense que c'est quelque chose qui peut apporter un supplément d'âme. Mais moi, j'ai cru dire, le narratif Europe-Afrique, c'est Afrique, source des migrations. Le narratif numéro 1, c'est les migrations. Ce n'est pas un narratif positif de construction, etc. Mais il faut quand même se le dire. Le sommet de la Valette, c'est un sommet sur l'immigration. Donc, en fait, c'est ça qui ne va pas. Premièrement. Deuxièmement, donc les crises. Donc la France, gendarme de l'Afrique, qui met les bottes au sol, etc. L'Afrique, source de terrorisme. Donc, tu vois un peu. Et puis finalement, c'est encore le truc, c'est l'aide au développement. C'est combien on met, etc. Et ce narratif, il faut le changer. Comme étant, et c'est là où on va complètement être d'accord, c'est quels sont les partenariats économiques, là on en revient à notre sujet, et c'est celui-là qu'il faut mettre en haut de l'agenda, car c'est celui-là qui réglera le problème des migrations, c'est celui-là qui réglera le problème du terrorisme, et c'est celui-là qui réglera le problème de la réduction de la pauvreté. Donc il faut remettre ça en haut. Mais le problème qu'on a, c'est qu'en Europe, on est tous concurrents en Afrique. Donc quel partenariat économique on fait quand la France et l'Allemagne sont concurrents sur un projet d'eau ou d'énergie, etc. On n'a pas de diplomatie commune et on n'a pas non plus de politique de commerce extérieur commune, bien évidemment. On est tous concurrents. Donc c'est là où il y a une sorte de problème. La Chine peut avoir un narratif avec l'Afrique parce que la Chine est un seul pays. Et nous, on est plein de pays et en commerce extérieur, comme sur plein d'autres sujets, on ne peut pas avoir une politique commune. On peut avoir une politique commune sur le développement, on peut avoir une politique commune sur l'immigration, on peut avoir une politique commune sur la défense. Sur l'économie, on ne peut pas. Et donc, ce narratif, il n'est pas assez constructif, positif, comme il pourrait l'être. Mais on peut quand même, on fait un fonds d'investissement en Afrique avec tous les pays africains. On dit que c'est réservé, parce que moi, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas de réservé aux entreprises européennes. Comme l'Exim Bank à la chinoise, réservé aux entreprises chinoises, un fonds d'investissement, il y en a, hein, je n'invente rien, il y en a plein, des fonds d'investissement européens pour l'Afrique. Mais plus gros et réservé aux Européens, pourquoi pas, après tout. Et puis là, on fait des projets et on est très bons ensemble, très bons avec les Allemands, les Espagnols, sur des projets. On peut, sans être complètement, on met une part quand même de non-européens, parce que de toute façon, dans certains projets d'infrastructure, on est obligé d'avoir des Chinois, c'est vraiment les moins chers, etc. Mais quelque chose qui ressemblerait à une stratégie économique commune, mais avec, toujours pareil, nos valeurs et notre manière de faire. Donc, sur ce beau projet et ces belles paroles, je voudrais vous remercier chaleureusement d'être venus ici dans les locaux de l'EGE, malgré le couvre-feu, la pandémie et tous vos aléas d'agenda. Je voudrais également remercier Valérie Fauboigny d'avoir organisé, de vous avoir contacté, d'avoir organisé cet échange et d'être là tous les jours avec nous qui l'embêtons. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des jeunes recrues du Club Afrique et les nouveaux qui commencent cette année à l'EGE et qui vont avoir la chance, malgré le Covid, en tout cas, de pouvoir avoir des rencontres de ce type et de découvrir plein de nouveaux projets. Dans le cadre de son cycle de conférences en 2020-2021, le Club Afrique va très, très prochainement proposer de nouvelles webconférences inédites sur les sujets, sur certains sujets, par exemple, qu'on a développés ce soir. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et également donc, sur le site de l'AEGE et sur tous les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook de l'Association des anciens de l'École de guerre économique.
Donc, pour rappel, l'école et le club encadrent des étudiants. Donc, si vous voulez avoir des informations donc, sur nos projets, sur ce qu'on fait et sur les conférences et sur tout ce qui se passe en fait, dans l'écosystème AEGE, vous pouvez nous contacter, on va l'écrire dans le chat, à club-afrique-bureau@aege.fr. Et je voudrais également remercier les 150 personnes qui nous ont écoutés ce soir, qui ont pris du temps. Et j'espère que cet échange vous a permis d'avoir de nouvelles perspectives sur ces enjeux des communautés de destin. Je vais signifier la fin de cet échange et je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup.